givrés. Les givrés. Les givrés. Si toute la glace du pôle Nord fond, est-ce qu'on aura des pieds dans l'eau? Les givrés des pôles. Les givrés des pôles. Les givrés des pôles, le podcast qui explore les zones polaires. Au IVe siècle avant notre ère, un marin grec est parti des côtes ensoleillées de la Méditerranée pour une expédition vers le Grand Nord. Son nom, Pythéas le Massaliote. Arrivé là-haut, là où personne ne s'était aventuré avant lui, il découvre une île inconnue, bien au-delà de la Grande-Bretagne. Là-haut, il vit aussi ce que personne d'autre n'avait vu avant lui. Il fut le premier à rapporter que la mer pouvait geler. De son grand voyage, il ne reste rien. Les écrits de ses travaux scientifiques en astronomie, en géographie et en océanographie ont tous disparu. De Pythéas, nous ne savons rien. Je m'appelle Oriane Laromiguière, je suis journaliste. Dans ce podcast, je vous emmène à la découverte des zones polaires, à la rencontre d'humains passionnés par ces régions qui arpentent, décryptent et analysent ce qu'il se passe là-haut ou là-bas, ça dépend où l'on se situe. Bienvenue dans les givrés des pôles. De Pythéas, nous ne savons rien. Pourtant, ces récits ont largement été commentés et copiés pendant toute l'Antiquité, mais aucune page de ces textes ne nous est parvenue. Moi non plus, je ne savais rien de Pythéas. Lorsque je me suis intéressée aux expéditions polaires, j'ai lu plusieurs choses sur la conquête du pôle Nord, à pied, en ballon, en avion, en chien de traîneau. Il n'y a pas si longtemps de nous, c'était au XIXe et au XXe siècle. Je suis remontée jusqu'aux Vikings et j'ai appris qu'ils étaient arrivés en Islande au IXe siècle avant de partir vers le Groenland, puis le nord de l'Amérique au XIe siècle, 500 ans avant Christophe Colomb. Comment imaginer que 2000 ans plus tôt, au IVe siècle avant notre ère, un marin grec, embarqué sur un petit navire en bois, avait déjà dépassé le cercle polaire arctique? François Garde est écrivain, mais aussi haut fonctionnaire. Il connaît bien les zones polaires, notamment à titre professionnel. Entre 2000 et 2004, il a été administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, les TAF. Dans son dernier livre, À perte de vue la mer gelée, publié en août 2021 chez Paulsen, il rend hommage à Pythéas, cet explorateur méconnu, presque oublié, trop ancien peut-être, et pourtant, sans doute le premier explorateur polaire. François Garde, vous vous êtes donc intéressé à ce personnage, tout à fait singulier pour l'époque, qui a le projet d'aller volontairement, sans que personne ne l'y oblige, au-delà de tous les repères connus. C'était en moins 325 avant notre ère. En avant-propos, vous répétez à plusieurs reprises « Nous ne savons rien de Pythéas, nous ne savons rien de Pythéas, nous ne savons rien de Pythéas ». De ses travaux, de son âge, de sa vie. Mais alors vous, que savez-vous de Pythéas ? Si j'étais un historien, je dirais effectivement que nous savons très peu de choses sur Pythéas. Nous savons qu'il a fait un grand voyage au-delà de la Grande-Bretagne, qu'il a découvert une île, qui est sans doute l'Islande, qu'il a vu et décrit la mer gelée, qu'il a fait un deuxième voyage dont il a ramené de l'ambre, et puis qu'il a participé à une ambassade de Marseille auprès d'Alexandre le Grand. On ne connaît pas ses dates de naissance et de mort, sa composition de famille, ses études, rien de rien. Pour autant, là où s'arrête l'historien, le romancier découvre sa liberté. Et donc à partir des éléments qu'on a, et puis du contexte géopolitique, historique, etc. de l'époque, on peut faire sortir de l'ombre la figure de ce Marseillais méconnu, oublié, et qui pourtant fut l'un des plus grands intellectuels de son temps. Et si on devait faire un top 10 des Marseillais qui ont compté dans l'histoire du monde, Pythéas y serait assurément. Mais qu'avait-il de si exceptionnel ? Ses voyages, qui ont été des grands voyages de découverte, et puis son approche scientifique. Il a fait des travaux d'astronomie qui étaient d'une très grande précision, et il a été l'un des premiers, ou le premier, à réfléchir sur des phénomènes
à réfléchir de manière scientifique sur des phénomènes tels que la marée, la banquise. Et du coup, les historiens grecs, ou plutôt les géographes grecs et romains qui ont écrit 2 ou 3 siècles après, ne l'ont pas cru. En tout cas, la banquise, pour un Méditerranéen, la mer ne peut pas geler, c'est pas possible. Et il faudra attendre encore quelques siècles pour que on confirme que la mer, dans les zones polaires, peut geler. C'est un grand scientifique, c'est quelqu'un qui a aussi eu le goût de la transmission. Pour moi, c'était très important. À une époque où probablement on ne disait pas où on trouvait de nouvelles routes commerciales, lui au contraire a eu ce désir de mettre sur la table et de mettre à la disposition de tous l'information géographique qu'il était allé chercher par lui-même. Les géographes de l'Antiquité, c'était des géographes en chambre. Ils racontaient ce qu'on leur racontait. Ils essayaient de penser le monde depuis leur bureau. Pythéas, lui, c'est quelqu'un qui a navigué, qui donc a une expérience personnelle de ce qu'il raconte. Donc il allie à la fois l'expérience pratique du navigateur et la dimension scientifique qui lui permet de réfléchir sur ses voyages, de théoriser ce qu'il voit, de faire des calculs, etc. Donc c'est vraiment un intellectuel complet. Et ce qu'il a raconté et rapporté de ses voyages, malheureusement, ne nous est pas connu, puisque le traité qu'il a écrit, traité qui participe de sa volonté de partager le savoir, donc ce que nous appellerions aujourd'hui une démarche scientifique, ce traité qui a été abondamment commenté dans l'Antiquité, lu, copié, etc., ce traité est perdu. Il a disparu quelque part à la fin du Moyen-Âge. Et donc ça aussi, ça participe de l'oubli de Pythéas et du fait qu'on ne sait pas grand-chose. Si on avait son traité ou quelques phrases de son traité, là encore, le personnage sortirait un petit peu de l'ombre. Mais c'est son destin. Et du coup, la liberté du romancier, elle devient très appréciable. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre une biographie imaginaire, parce qu'une biographie, c'est quelque chose de sérieux. On a des documents d'archives, on a parfois des prédécesseurs qui ont écrit, on réfléchit, on met en perspective. Là, on n'a quasiment rien. Et de ce quasiment rien, il m'a semblé intéressant de faire ressortir tout un destin. Nous ne savons rien de Pythéas. Aucune page de son texte ne nous est parvenue, hormis quelques douteuses citations de seconde ou troisième main. La plupart des commentateurs et critiques grecs ou romains le traitaient d'affabulateur, voire de menteur. La mer gelée ? Quelle galéjade ! Son nom tomba dans l'oubli. Les travaux de Pythéas ont été connus et admirés dans l'Antiquité pour la partie océanographie et astronomie. Ses calculs sur la taille de la Terre et puis la position géographique de Marseille, sa description scientifique de la marée, des courants, des mascarets, tout ça a été admiré. La partie proprement polaire a été plutôt décriée. Mais la grande malchance de Pythéas, c'est que le traité qu'il a écrit, où on aurait pu connaître ses thèses et les confronter à nos connaissances actuelles, ce traité a été perdu. Du coup, on l'oublie. Il n'est plus connu que des historiens de l'Antiquité. Et lorsque les grandes découvertes se lancent et les grandes expéditions se lancent, eh bien, est-ce qu'il a une valeur ajoutée ? Mon Dieu, l'Islande, on la connaît. Et puis dire que la banquise existe, la banquise, voilà, tous ceux qui sont partis au nord l'ont vu. Donc les découvertes que Pythéas a faites ne sont plus actuelles au XVIIe siècle. Elles sont connues peut-être de quelques spécialistes historiens, mais les navigateurs, ceux qui ont besoin d'avoir des informations opérationnelles, ne se tournent pas vers Pythéas, parce qu'il n'a rien à leur apporter. Donc c'est une première, mais une première qui n'a pas de descendance. Pendant 4 siècles, des héros rivalisant de courage et d'audace, en partance vers l'extrême nord ou l'extrême sud, ont été confrontés aux tempêtes, aux naufrages, à la faim, aux blizzards. Chacun d'eux, parfois au prix de sa vie, a arraché un petit morceau de connaissance sur les confins de notre monde. À son insu, chacun d'eux était guidé, très lointain écho à peine distinct, par l'infime souvenir de tes découvertes, et te rendait hommage. Ou peut-être as-tu été, le premier, atteint d'une maladie faiblement contagieuse et dont on ne guérit pas, d'un mal insidieux qui, contre tout bon sens, incite à partir vers les contrées les plus inhospitalières. Cette maladie faiblement contagieuse dont vous parlez dans votre livre, ce mal insidieux,
Ça ressemble très fortement aux symptômes de ce qu'on appelle le virus polaire. Pensez-vous que Pythéas, le Massaliote, en était atteint ? Bien entendu, je ne sais pas si Pythéas a été atteint de ce virus polaire. Ce que je constate, c'est qu'il a fait 2 voyages. Il aurait pu se contenter de n'en faire qu'un et de dire « Ouh là là, plus jamais je retourne là-haut, c'est trop froid, c'est trop dangereux ». Non, il y est retourné. Donc le fait qu'il fasse un 2e voyage, pour moi, est un signal. Le virus polaire, tous ceux qui ont fréquenté les zones polaires savent ce que c'est, cette envie de repartir. Et le fait que quand vous revenez dans le monde normal, entre guillemets, eh bien, vous avez parfois le regard qui s'échappe, parce que vous avez plutôt envie d'être là-bas. C'était aussi un clin d'œil, bien sûr, et peut-être aussi une confession. Une confession. Est-ce que ça signifie que vous êtes vous-même atteint de ce virus polaire ? Irrémédiablement. Et comment est-ce qu'il se manifeste ? Le virus polaire, c'est l'envie de repartir. Je dois dire que j'ai écrit en partie ce livre pendant la pandémie et le confinement, donc à un moment où on ne pouvait même pas prendre l'avion et même pas sortir à plus de 1 kilomètre de chez soi. Donc les pôles redevenaient inaccessibles, ce qui était un moment intéressant, compliqué à maints égards, mais intéressant de ce point de vue-là. Et en même temps, les milieux polaires sont très variés. Enfin, le nord, le sud, le subpolaire, le polaire, le extrême. Ce qui compte, c'est d'avoir cette envie, cet appétit, ce goût. Et puis, ce goût qui mêle à la fois l'aventure, parce que c'est compliqué d'y aller, c'est parfois un peu dangereux, etc. L'aventure et en même temps la contemplation. Contrairement à d'autres explorations, on est juste dans l'aventure pure et dure. Là, l'aventure n'est jamais très loin de la contemplation et donc du retour sur soi. Et donc, c'est une aventure qui est aussi une aventure intérieure. Et de ce point de vue-là, les pôles sont une destination très singulière. Pour ma part, j'ai commencé en zone polaire, selon la tradition familiale, à l'âge de 3 ans. Et j'en atteste parce qu'il y a une photographie où on me voit en culotte courte avec un troupeau de rennes à quelques kilomètres du Cap Nord. Donc je n'en ai aucun souvenir, bien évidemment, mais la tradition familiale a conservé et j'ai la photographie. Donc voilà, peut-être que c'est là que j'ai pris le virus polaire, peut-être que c'est là que j'ai découvert ces immensités sans arbres, sans repères, sans beaucoup d'intervention humaine. Mais voilà, l'exploration ne se limite pas à la découverte de terres inédites ou inconnues. C'est aussi, et ça doit être aussi, une exploration de soi. Alors dans la biographie imaginaire que vous consacrez à Pythéas, ce marin grec qui a vécu au IVe siècle avant notre ère, vous le tutoyez comme si c'était votre ami. Vous prenez la parole, vous l'interrompez, vous semblez très proche de lui et vous écrivez que vous mettez vos pas dans les siens. Vous êtes vous-même un enfant de la Méditerranée, écrivez-vous. Vous avez grandi à Aix-en-Provence. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à lui ? Alors je me suis intéressé à Pythéas d'abord parce que c'est par là que commencent tous les récits de l'exploration polaire. C'est le chapitre 1. Et le chapitre 2, il est 18 siècles plus tard. C'est tout à fait incroyable. Je me suis moi-même occupé d'affaires polaires dans ma vie, à titre professionnel. Je m'y suis rendu aussi bien au sud qu'au nord à plusieurs reprises pour des voyages d'agrément. Donc c'est un milieu qui m'intéresse. Et ce chapitre 1, avec ce chapitre 2, 15 siècles plus tard, ça m'a toujours intrigué. Et puis, voilà, un jour, j'ai décidé de m'y intéresser d'un peu plus près, lorsque j'ai eu pris conscience justement de cette carence quasi totale des sources. Et j'ai tout de suite décidé, mais vous savez, dans l'écriture, on ne réfléchit pas, on écrit d'abord, on théorise après. J'ai tout de suite décidé de tutoyer Pythéas. Je pourrais dire, bien sûr, il hésite, il réfléchit, il propose. Non, moi je dis, tu hésites, tu réfléchis, tu proposes. Et ça m'est venu spontanément, parce que justement, comme il était très loin de moi, très loin de nous, en le tutoyant, je le ramenais à la lumière, je le rendais plus vivant que si j'avais parlé de lui à la 3e personne. Et le fait de le tutoyer, de jouer avec lui, de l'interrompre, de lui poser des questions, etc., fait que Pythéas reprend, j'espère, figure humaine et figure de proximité sous le regard du lecteur. À quoi ressemble le monde de Pythéas ? Quel est l'horizon qui s'offre à lui ? Qu'est-ce qu'il connaît ou qu'est-ce qu'il ne connaît pas ? Pour comprendre Pythéas et pour comprendre son monde, il faut partir de Marseille.
ou de Massalia, pour prendre le nom grec. C'est une cité-État, une cité marchande qui est riche de son commerce avec les 4 coins de la Méditerranée et même un peu au-delà, qui est une des villes les plus importantes de la Méditerranée. Marseille comptait 20 000 habitants 300 ans avant Jésus-Christ, et j'ai eu plaisir à écrire cette phrase, quand Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg n'étaient qu'un agglomérat de huttes au bord d'un fleuve. C'était une ville c'est la période de l'histoire où Marseille a eu, parce qu'elle était indépendante, parce qu'elle était riche, parce qu'elle était stratégiquement placée en Méditerranée occidentale, c'est la période où Marseille a eu le plus de prestige et d'importance géopolitique. Dans ce monde-là, c'est un monde de marchands qui a besoin d'échanges commerciaux. La Provence produit du vin, du blé, des armes, mais il faut importer d'autres choses, des fourrures, des esclaves, bien d'autres choses encore. Et Marseille s'est spécialisée dans ce négoce à la longue distance, donc on allait jusqu'en mer Noire. N'oublions pas que tous ces gens-là parlaient grec. Donc il y a une communauté de langues, il y a une capitale intellectuelle qui est Athènes, et puis un ennemi héréditaire qui est Carthage, pas très loin de l'actuelle Tunis. Et Carthage maîtrisait les Baléares, les 2 côtes de la péninsule ibérique, quelques comptoirs notamment en Corse. Et Carthage prétendait interdire le passage des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire du détroit de Gibraltar, et grosso modo la navigation dans la Méditerranée occidentale. Et un siècle avant la naissance de Pythéas, il y a eu une grande bataille navale au large de la Corse, où Marseille, alliée à d'autres cités de culture grecque, ont vaincu une flotte carthaginoise et ont ouvert la liberté de la navigation et la liberté du commerce. Donc Pythéas, il naît dans cet univers mental dans lequel il faut consolider les routes commerciales existantes et puis, si possible, en découvrir d'autres. Et son expédition n'est d'ailleurs qu'une des expéditions qui ont eu lieu, puisqu'on en connaît une autre, l'expédition de Timène vers le fleuve Sénégal. C'était à peu près une centaine d'années avant Pythéas, mais probablement il n'y a pas eu que ces 2-là. Il y en a 2 dont le nom nous sont parvenus, mais très probablement il y avait de temps en temps un marchand qui prenait le risque d'envoyer une expédition très loin. Alors très loin depuis Marseille, ça peut être dans plein de directions. Voilà, mais donc il s'inscrit dans ce monde de négociants, et au départ, ce qu'il importe, ou au départ, par sa famille, par sa culture, par sa formation, il est dans ces réseaux de négociants où l'on vend, où l'on achète, où l'on spécule. On est à la fois assureur, négociant, en gros et en détail. Voilà, c'est une espèce de début du capitalisme ou de début de la mondialisation à l'échelle de la Méditerranée. Et au-delà du détroit de Gibraltar, c'est notamment la route de l'étain. Et l'étain, c'est très important parce que du fer, il y en a beaucoup, mais le fer, c'est mou. Il faut mettre de l'étain pour que ça devienne quelque chose d'un peu dur. Et donc, pour faire des armes, en particulier, il faut de l'étain. On n'en met pas beaucoup, mais c'est ce qui fait la différence. Et donc, c'est un peu l'uranium, ou je sais pas, le pétrole. Donc, l'un des gros producteurs d'étain, c'est en Écosse. Et c'était les marchands gaulois qui monopolisaient le négoce avec les Écossais, qui ensuite revendaient en Méditerranée. Et Pythéas va aller jusqu'en Grande-Bretagne. C'est le premier marin à avoir fait un tour complet de la Grande-Bretagne, à avoir décrit que la Grande-Bretagne était une île triangulaire comme la Sicile. Alors, il a raison, c'est une île triangulaire comme la Sicile. Et donc, c'était probablement pour aller court-circuiter les Gaulois et aller faire du négoce en direct avec les Écossais. Mais quand il a découvert cette route directe vers l'Écosse et fait le tour de la Grande-Bretagne, du coup, il se pose la question, qu'est-ce qu'il y a plus loin ? Et la question du qu'est-ce qu'il y a plus loin taraude Pythéas toute sa vie. Même dans sa jeunesse, lorsqu'il est à Athènes ou lorsqu'il est dans le delta du Nil, il demande « mais qu'est-ce qu'il y a plus loin ? Qu'est-ce qu'il y a plus loin ?» Partout, il demande « qu'est-ce qu'il y a plus loin ?» Et puis on lui raconte des trucs invraisemblables, des mythes, des légendes, etc., qui ne le satisfont pas. Il voit bien que c'est pas possible. De port en port, tu t'étonnes de ces ultimes confins du monde grec où bien peu parle ta langue, de l'embouchure de ces fleuves immenses, de ces steppes sans fin, de ces nuages qui révèlent des immensités. Et qu'y a-t-il au-delà ? La question que tu posais déjà 10 ans plus tôt devant des porcelaines bleues et blanches d'une finesse jamais vue ne cesse de te tarauder. Tu interroges les notables des comptoirs où tu fais escale.
On te parle d'hommes à 2 têtes et 2 nombrils, de géants cannibales et stupides, de dunes de sable plus hautes que les plus grands arbres et qui se déplacent, d'amazones guerrières qui tirent à l'arc, de dragons endormis sur des montagnes d'or, de princes fastueux et cruels, de monstres à visage humain, corps de chien et queue de scorpion. Tu n'es pas entièrement convaincu par ces récits de troisième main. Mais, même exact, il ne te suffirait pas. Qu'y a-t-il au-delà, et encore plus loin ? À l'époque de Pythéas, on ne connaît rien des pôles, par définition. On connaît un peu, on devine, au-delà de la mer Noire, des zones de steppe d'où viennent de très belles fourrures, et de belles esclaves et des boucles de ceinture. Enfin, il y a une tradition du travail du fer et du bronze, mais on ne connaît rien. Et ce rien pèse évidemment sur tout le monde, puisque si on ne connaît pas, on imagine des monstres, des tempêtes, des vortex, tout ce qu'on peut imaginer de désagréable. Ce qui est intéressant, c'est que les géographes grecs travaillaient sur la forme de la Terre, et donc ils voyaient bien que la Terre était ronde, et que, étant ronde, il y avait donc nécessairement 2 pôles. Ils en connaissaient assez précisément la taille de la Terre. Donc ils avaient une vision assez précise, je parle là bien sûr des intellectuels, ils avaient une vision assez précise de la forme du globe. Mais quant à savoir ce qu'il y avait, c'était bien entendu une autre paire de manches. Comme au nord, il y a l'étoile polaire qui est dans la constellation de la Petite Ourse. Et donc c'est pour ça que les Grecs ont appelé ça Arctique, puisque Arctos en grec, c'est l'ours. Donc dans la Petite Ourse, il y a l'étoile polaire, donc c'est Arctique. Et puis du coup, ils ont appelé Antarctique, l'opposé de l'Arctique, le pôle inverse. Alors ce qui est assez drôle, c'est que dans les zones polaires nord, il y a des ours, et dans les zones polaires sud, il n'y a pas d'ours. Mais évidemment, les Grecs ne le savaient pas, donc c'est un pur hasard qu'ils ont appelé ours et anti-ours les zones polaires. Donc ils ne savaient rien. Et encore une fois, la géographie qui intéressait la plupart des intellectuels de l'époque, c'était pas une géographie expérimentale au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était une géographie théorique. Quelle est la forme de la Terre ? Quelle est la taille entre la Terre et la Lune ? Mais l'idée d'aller vérifier par soi-même ne les avait pas effleurés. Les grands voyageurs qu'on connaît, c'est Marco Polo, qui est allé jusqu'en Chine, c'est Ibn Battuta, et puis c'est les grands voyageurs des grandes explorations au départ de l'Europe. Mais avant cela, on se contentait de réfléchir sur des récits de voyageurs, mais les géographes restaient bien tranquillement chez eux. Lorsqu'il est en Écosse, Pythéas va recevoir d'un roi local une corne de licorne. Et d'ailleurs, Pythéas va passer une partie de sa vie à chercher des licornes, écrivez-vous. Mais qui sont-elles réellement, ces licornes ? Arrivaient parfois jusque dans le monde méditerranéen des dents de narval, et personne ne savait ce que c'était. Donc l'idée qu'il y ait une espèce de cheval avec une protubérance sur le nez est arrivée et s'est imposée à tout le monde. Personne n'a vu de licorne, mais enfin, peut-être qu'arrivaient aussi les peaux de zèbre et personne n'avait vu de zèbre, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas vu la bête que la bête n'existe pas. Et puis, on répétait la licorne, elle est très présente dans l'imaginaire européen. On en retrouve sur les tapisseries au Moyen-Âge. Et puis, Hildegarde de Bingen, docteur de l'Église, recommandait du foie de licorne pour lutter contre je ne sais quelle maladie. Et la corne de licorne avait aussi la réputation de faire fumer, d'émettre de la fumée au contact du poison. Et donc, beaucoup de rois voulaient avoir des cornes de licorne pour se faire un gobelet pour éviter d'être empoisonnés. Et donc, la corne de licorne se vendait une fortune. Et c'est une première mondialisation, puisque la corne de narval, on la récupère sur des plages en Norvège, et puis elle finit par arriver au sud de la Méditerranée. Et le fait de posséder une corne de licorne, ou une dent de narval, était, pour les puissants de ce temps, un prestige extrêmement fort. Personne ne chassait les narvals, donc ils mouraient de leur belle mort, et on en trouvait. Et donc, lorsqu'un pêcheur norvégien trouvait une dent de narval, c'était un trésor qui était revendu ensuite, et de loin en loin, arrivait jusqu'à Marseille, jusqu'à Athènes. De même que les porcelaines chinoises arrivaient jusqu'à Marseille. Ce qui paraît incroyable vu les moyens de communication de l'époque, mais non. On mettait ces porcelaines chinoises dans des caisses remplies de sable, et ensuite ça mettait 2 ou 3 ans. Et évidemment, personne ne pouvait savoir d'où elles venaient. Exactement, celui qui arrivait avec la caisse n'était pas celui qui était parti depuis Pékin.
Mais en tout cas, on savait qu'il y avait quelque part là-bas une civilisation avec ce haut degré de culture permettant de faire ces porcelaines extrêmement fragiles. Donc Pythéas, qu'il voit une corne de licorne ou qu'il voit une porcelaine chinoise, se dit « Je ne connais pas tout, nous ne connaissons pas tout du monde tel qu'il est, et il faut que j'aille voir plus loin ce qu'il y a. » Alors lorsqu'il découvre une terre, il l'appelle Thulé, qui est un nom étrange, qui n'est pas très grec, et on ne sait pas où est Thulé. On sait que c'est à 6 jours de mer de la Grande-Bretagne, donc je pense qu'il est parti du nord de la Grande-Bretagne, on ne compterait pas depuis le sud, et c'est une île, donc ça exclut un archipel. Pythéas, qui connaissait les Baléares ou les Cyclades, aurait employé le mot archipel, donc ça exclut les Féroé par exemple. Le Groenland est trop loin. La Norvège est à la bonne distance, mais il aurait longé les côtes et il n'aurait jamais qualifié la Norvège d'île. Donc c'est, pour moi, assurément l'Islande. Et qui était bien entendu déserte, puisqu'elle a été peuplée au Xe siècle seulement. Du coup, il revient et dit « J'ai découvert une île qui s'appelle Thulé. Il n'y a rien, il n'y a que des cailloux. Et personne n'est retourné à Thulé pendant 14 siècles. » Par contre, là où c'est aussi tout à fait fascinant, c'est que le nom de Thulé, une île quelque part dans le nord, est resté dans l'imaginaire occidental, vivant pendant 20 siècles. On le trouve chez Virgile, on le trouve chez Agrippa d'Aubigné, on le trouve chez Goethe, la ballade des rois de Thulé, qui sera mise en français par Gérard de Nerval, qui sera ensuite chantée dans le Faust de Gounod. Et puis lorsque Jean Mallory publie son livre sur les Inuits, il l'appelle « Les derniers rois de Thulé ». Tout ça, c'est le Thulé de Pythéas qui est comme ça rebondi à travers diverses formes d'expression et qui reste conscient dans la culture occidentale depuis lors. Ce qui est évidemment amusant dans cette affaire, c'est que Goethe, qui a écrit la ballade en allemand, Nerval, qui l'a mise en français, et Gounod, qui a écrit la musique, n'ont évidemment jamais vu la mer gelée, n'ont jamais mis les pieds en Islande. Mais c'est ça aussi qui est fascinant, c'est que Thulé, c'est un nom vide que l'on peut remplir avec ce que l'on veut. Et donc pour Goethe, c'est une fantaisie romantique sur ce roi qui pleure dans sa coupe en or. Et c'est finalement assez beau que le nom qui a été ramené par Pythéas reste comme ça à disposition de tous ceux qui veulent s'en saisir pour le remplir de leur imaginaire. Malheureusement, ce nom de Thulé, il a aussi été utilisé pour des propos un peu moins joyeux. Alors, effectivement, dans les années 20, il y a une société de Thulé qui s'est créée, qui était un mouvement antisémite, anti-chrétien, anti-presque tout, qui délirait sur des grands Ariens blonds qui seraient venus de Thulé et qui auraient conquis l'Europe et qui étaient les seuls qui méritaient de vivre. Ce délire était assez proche de celui du parti nazi, et d'ailleurs le salut, le bras tendu et la svastika ont été empruntés par Hitler à la société de Thulé. Mais Thulé n'y est pour rien. Encore une fois, c'est un nom sur lequel on peut rêver avec de bonnes vibrations ou de mauvaises vibrations. Alors aujourd'hui, Thulé n'est plus Thulé. L'île de Pythéas a finalement été colonisée puis rebaptisée. Les Vikings vont l'appeler Islande, la terre de glace, lorsqu'ils s'y installent au IXe siècle de notre ère. Mais est-ce que d'autres lieux portent encore le nom de Thulé aujourd'hui ?
Alors, il y a une île dans les Sandwiches du Sud qui s'appelle Thulé, là aussi, par clin d'œil. Et puis, il a failli y avoir un corps stellaire très très loin au-dessus de nos têtes, aux extrémités de la galaxie, qui a failli s'appeler Thulé, mais pour des raisons de politiquement correct, parce que certains ont cru que Thulé était un nom nazi, alors qu'il est attesté chez Virgile, et donc ils n'ont pas osé appeler l'île Thulé, et le corps céleste Thulé, pardon, et ils l'ont appelé Arrokoth, ce qui veut dire ciel dans la langue algonquine. Mais c'était très bien d'appeler un corps céleste Thulé, en écho, encore une fois, à Virgile, à Goethe et à Pythéas. Il y a un cratère sur la Lune également qui s'appelle Thulé, qui a été ainsi baptisé en 1934. Voilà, puis il y a un collège à Marseille qui s'appelle Thulé, qui s'appelle Pythéas, pour le coup. Il y a une rue à Marseille qui s'appelle Pythéas. Donc on trouve comme ça quelques traces, mais il faut vraiment les chercher, il faut être sur la piste pour les trouver. Pythéas va donc aller là où personne n'était allé avant lui. Il va découvrir la mer gelée. Mais par quoi est-il attiré ? Qu'est-ce qui le pousse à aller plus loin ? Lorsqu'il est en Grande-Bretagne, il a le désir d'aller voir plus loin s'il y a quelque chose. Et c'est totalement inexplicable, totalement irrationnel. Il va découvrir le fait que les jours s'allongent déraisonnablement. Je lui ai fait croiser une aurore boréale, autant de phénomènes qu'il est extrêmement difficile de penser. Il faut rappeler qu'à l'époque, les marins voyageaient de jour et pas de nuit, qu'ils voyageaient toujours à vue de terre, et que même en Méditerranée, on ne voyageait pas en hiver, d'octobre à mars. Et sur des bateaux qui avançaient pas très vite, 4 à 5 nœuds maximum. Donc, aller jusqu'en Écosse, on peut rester à peu près dans ces conditions-là. Mais au-delà de l'Écosse, partir, on sait qu'il a découvert une île à 6 jours au nord de l'Écosse. Donc, ça veut dire 6 jours de mer. Ça veut dire convaincre ces marins de ne pas se mutiner et de ne pas l'obliger à faire demi-tour. Christophe Colomb, Magellan auront la même difficulté avec ces marins, et ils auront même des difficultés plus grandes, puisque l'un comme l'autre auront affaire à des mutineries, et ils vont pendre les mutins pour les obliger à continuer vers l'inconnu. Pythéas, lui, je lui ai donné un sort un peu plus confortable, il convainc ses marins, mais enfin, ils font quand même la gueule, quoi, hein. Ça leur paraît totalement inutile et totalement dangereux. Le long du bord dérivent de petits filaments translucides qui s'agrègent les uns aux autres et prennent des formes régulières. Quel dieu narquois répand ainsi à profusion des pétales de rose couleur ivoire sur les flots. Ton navire est arrêté, impossible de continuer. Tu es allé plus loin que Timénès. À perte de vue, la mer gelée, le silence, le blanc, le froid. Tu ressens une absolue solitude. Aucun animal en vue, pas un souffle de vent, aucune odeur. Le terme de ton voyage est atteint, le Massaliote. Cet instant scelle ton destin. Alors tu cours à la proue, tu te penches en avant, étends les bras, les mains, allonge les doigts autant que tu le peux vers cette muraille impalpable, invisible, infranchissable. Les bornes de ton parcours se laissent effleurer, caresser, non dépassées. Devant toi, une porte majestueuse et cruelle, que nul n'avait jamais vue ni même imaginée, ne se laissera pas franchir. Sans qu'aucun homme à bord ne le voie, tu laisses couler tes larmes. Elles ne sourdent pas de l'amertume, de la joie, de la frustration, ni même de l'éblouissement. Elles émanent de la plus pure des sources. Ce sont des larmes de désir. Pythéas fait demi-tour, parce qu'évidemment, il ne peut pas traverser la banquise. Je doute même qu'il ait posé les pieds sur la glace. Mais surtout parce que c'est impossible pour ces marins de continuer dans ces conditions-là. Et donc, il fait demi-tour. Et il fait demi-tour aussi parce que son second, qui partage la trouille des autres, a trouvé le bon argument, qui est de lui dire « Ok, on est arrivé super loin, mais si on fait naufrage, personne n'en saura rien. Et ce qui importe à Pythéas, c'est la transmission. » Donc, ayant découvert l'Islande, ayant découvert la banquise, il était aussi important qu'il revienne pour rendre compte de son voyage. Qu'est-ce qu'ils ressentent, ces marins, devant cette mer gelée qu'ils voient pour la première fois ? Alors, les marins
pouvaient connaître la glace. En Haute-Provence ou en Macédoine, un ruisseau peut geler en hiver. Donc la glace n'était pas absolument étrangère à leur univers. Par contre, la mer gelée, c'est quelque chose d'inacceptable. Je veux dire, même nous, lorsque nous allons en zone polaire et qu'on voit que la mer commence à devenir grumeleuse, qu'il y a des filaments blancs, une espèce de bouillie, ensuite il y a des espèces de crêpes, pancake ice, dit-on en anglais, enfin bref, jusqu'au moment où la mer devient vraiment dure et solide, c'est quand même quelque chose qui nous met, pas en insécurité, parce que nous sommes sur des bateaux confortables, etc., mais qui nous met en étrangeté par rapport à ce que nous connaissons. Pour les marins marseillais de 300 avant Jésus-Christ, c'était une insécurité absolue, parce qu'ils voyaient bien la substance même de la mer changer, et quelle est l'étape suivante ? Quelle est la fantasmagorie suivante dans cet univers dont ils n'ont plus les codes ? Et la seule réaction logique face à un pareil changement, c'est la trouille. C'est l'envie de se barrer, de retourner au sud, de retrouver une mer qui bouge avec des vagues, avec du vent, avec de la substance, avec de l'eau liquide. L'eau qui commence à changer de nature, c'est un maléfice, c'est un sortilège. J'aurais été terrifié à l'époque. Et je pense qu'il a fallu à Pythéas beaucoup de courage pour convaincre ses marins d'aller le plus loin possible. Et puis à un moment, effectivement, où on ne peut plus aller parce que le bateau va être endommagé. Et à ce moment-là, Pythéas fait demi-tour. Il y a un petit passage assez court dans votre livre qui m'a marqué, que j'ai trouvé très beau et qui porte, je pense, un message important. La fauvette et la grive avancent parmi un troupeau de baleines, dont les dos arrondis s'étendent à perte de vue, parfois ponctués d'un évent ou d'une queue qui monte à la verticale et redescend avec autant de grâce que de force. Le plus petit de ces animaux est bien plus gros que tes navires. Leur densité est telle que la collision paraît inévitable. Avec quelles avaries et quelle réaction de la bête percutée. Tu t'apprêtes à mettre en panne, mais ce ne sera pas nécessaire. Anticipant ta route, les baleines se déplacent d'un rien, juste ce qu'il faut pour te laisser passer. Elles ne paniquent pas, ne s'enfuient pas, ne tentent aucune approche menaçante. Avec un mouvement d'une élégante immobilité, elles esquivent. Tous les marins, stupéfaits, regardent en silence la mer s'ouvrir, comme la terre sous le soc d'une charrue, et un chenal se libérer. Votre sillage n'est pas fait d'écume, mais de baleines qui s'écartent. Lorsqu'il fait route depuis le nord de la Grande-Bretagne, effectivement, Pythéas traverse un troupeau de baleines et il est impressionné à la fois par la taille de ces animaux, par leur nombre et puis par leur capacité à s'écarter très légèrement, juste ce qu'il faut pour que puisse passer le bateau. Ces troupeaux de baleines à perte de vue, un peu comme les troupeaux de bisons dans les grandes plaines américaines, sont attestés aussi bien dans le nord que dans le sud au début de la chasse baleinière. Lorsqu'on lit les baleiniers basques, les meilleurs au 15e, 16e siècle, s'aventurent vers le nord de l'Europe et puis finissent vers le Groenland, puis ensuite vers le nord du Canada, et décrivent de tels spectacles dans lesquels ils font des carnages. Et même chose au XVIIIe siècle dans l'océan Arctique ou dans le sud du Pacifique, on a ces descriptions de troupeaux de baleines à perte de vue. Et effectivement, il y a eu une prédation importante pendant 2 siècles. Maintenant, les baleines sont protégées et leurs effectifs remontent. Mais comme c'est un animal à dynamique lente, on va dire, à maturité sexuelle tardive, etc., il faudra du temps pour reconstituer de pareils troupeaux. Mais de tels témoignages sont en effet attestés au début de la chasse baleinière. Et pour moi, effectivement, c'était donner l'idée d'un espèce de paradis perdu. Mais cette idée du paradis perdu, d'une espèce de virginité originelle, on l'a tous ressenti en étant en zone polaire. Quand on voit ces immenses étendues blanches, quand on marche dans ces endroits, on se dit « je suis peut-être le premier homme à passer ». C'est peut-être pas vrai, mais on a envie de se dire ça dans la tête. Voilà, ce sentiment de trouver une nature encore totalement inchangée depuis que le monde est monde, on en a probablement besoin de le ressentir. Et quand on rencontre ce sentiment, il est extrêmement fort. Et ceux qui connaissent les zones polaires l'ont tous éprouvé. Je m'apprête à prendre congé de toi, Pythéas.
et de Thulé que tu as créé. Mes propres voyages m'ont conduit en avion ou en bateau, dans des conditions de confort et de sécurité que tu n'aurais pu imaginer, vers l'Islande, vers Kerguelen, vers le Groenland, vers la terre Adélie, vers l'empire des vents et de la neige, vers les terres froides et les jours très longs, vers la mer gelée et les montagnes de glace. Moi aussi, fils de la Méditerranée, à ma façon et sans alors le savoir, je mettais mes pas dans les tiens. Car tu as donné aux amoureux des grands espaces bien plus qu'un portulant incomplet ou les indications d'un mouillage. Une envie irrépressible d'aller voir plus loin. Une volonté de dépasser les limites des gens raisonnables. Un vertige illogique qui pousse, malgré les difficultés multiples et le deuil de la chaleur, à prendre la direction des pôles. Je t'en remercie, le Massaliote. Et je ne me résous pas à cette discrétion dans laquelle tu es maintenu. Je veux restaurer ta gloire et te rendre ton rang. Écoute-moi, Marseille. Célèbre désormais à sa juste place et dans l'épaisseur des siècles ton enfant délaissé. Et sous peine qu'il te récuse comme une mère indigne, sois désormais fidèle à sa mémoire et digne de ses vertus. Cet épisode a été réalisé par Oriane Laromiguière, avec la musique originale d'Hélène Lemay et les productions Tuxedo Swing, et le mixage de Laurie Vachon. Un grand merci à François Garde pour sa participation. Son roman, À perte de vue la mer gelée, a été publié en août 2021 aux éditions Paulsen. Les extraits que vous avez entendus sont lus par le comédien Mathias Marty. Retrouvez les Givrés d'Épaules sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et partagez cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!